Imaginez un roi, puissant, redouté, maître d'un immense territoire. Et pourtant, ce roi va disparaître, non pas sur un champ de bataille, ni dans l'ombre d'un complot, mais derrière les murs d'un château. Pendant 40 ans, 4 décennies d'enfermement, d'oubli, de folie. Son nom, Charles VI, dit le bien-aimé, devenu le fol. Ce n'est pas une légende, c'est l'histoire vraie d'un souverain enfermé vivant dans une prison dorée, rongé par la démence pendant que son royaume s'effondrait. Nous sommes à la fin du XIVe siècle. La France sort à peine des ravages de la peste noire et des premières décennies de la guerre de 100 ans. Le pays est épuisé. Le roi Charles V, surnommé le Sage, a su maintenir l'équilibre. À sa mort en 1380, c'est son fils, Charles VI, tout juste âgé de 11 ans, qui hérite du trône. Trop jeune pour régner, une régence est mise en place, dominée par les oncles du roi, notamment le duc de Bourgogne et le duc de Berry. Très vite, les tensions politiques s'enveniment. Les caisses sont vides, les impôts augmentent, la population gronde. Lorsque Charles VI atteint sa majorité, il décide de reprendre le pouvoir en main. Il renvoie ses oncles et s'entoure de jeunes conseillers qu'on surnomme les Marmousets. L'espoir renaît, mais derrière ce sursaut politique se cache un engrenage tragique, irréversible. Car quelque chose, en Charles, va bientôt se briser. Le 5 août 1392, Charles VI, alors âgé de 24 ans, chevauche avec sa troupe dans la forêt du Mans. Il se rend en Bretagne pour punir un seigneur rebelle. Le soleil tape fort, l'atmosphère est tendue. Soudain, un inconnu surgit des bois, pieds nus, hirsute et crie « Arrêtez, ne poursuivez pas, vous êtes trahi ». Les gardes l'écartent, mais le roi semble troublé. Un peu plus tard, sans avertissement, Charles brandit son épée et attaque les siens. Il tue 4 hommes. Il ne reconnaît plus personne. Il faut l'immobiliser de force. Cet épisode, que l'on appellera plus tard la crise du Mans, marque le début de sa lente descente dans la folie. Les mois passent et les accès de démence se multiplient. Parfois, Charles devient mutique, hagard, errant dans les couloirs du palais. D'autres fois, il est pris de crises de fureur incontrôlables. Il hurle, frappe, casse. Mais le plus troublant est cette phase où il refuse qu'on le touche. Il hurle qu'il est fait de verre, qu'il va se briser si on l'approche. Il exige qu'on le protège avec des tiges de fer pour qu'on ne l'effleure pas. C'est ce que les historiens ont appelé le délire du verre. Les médecins de l'époque sont impuissants. On parle de possession, de malédiction, de punition divine. La science n'a pas encore les mots pour nommer la schizophrénie, la psychose ou la bipolarité. Et Charles, lui, s'enfonce. Très vite, la cour décide de l'éloigner du pouvoir. Mais on ne peut pas déposer un roi sacré. Alors, on l'enferme. Pas dans une prison, non, mais dans des châteaux isolés, surveillés, protégés, coupé du monde. Il séjournera notamment au château de Vincennes, au Louvre, à l'hôtel Saint-Paul, des résidences royales devenues pour lui des asiles de fortune. On l'installe dans des pièces tapissées, aux fenêtres bouchées. Ses serviteurs ont pour consigne de ne jamais le contredire, de l'habiller avec douceur, de ne jamais évoquer ses crises. Il passe des journées entières assis, à fixer le vide. Parfois, il reste des heures à parler à des ombres. L'un de ses proches confie qu'un jour, le roi s'est mis à courir nu dans les couloirs, hurlant que des démons le poursuivaient. Une autre fois, il aurait tenté de manger ses propres vêtements, persuadé qu'ils contenaient des antidotes contre le poison. On ne le montre plus au peuple. Lorsqu'il est présenté en public, c'est brièvement, sous surveillance, souvent drogué aux herbes calmantes. Mais autour de lui, la France brûle. La guerre civile fait rage entre les Bourguignons et les Armagnacs. Les Anglais, profitant de cette faiblesse, reprennent les armes. Pendant l'enfermement du roi, c'est un véritable jeu de trône qui se met en place. Son épouse, Isabeau de Bavière, assume un rôle politique ambigu. D'abord régente de fait, elle est ensuite accusée d'avoir pactisé avec l'ennemi. Des rumeurs infondées affirment qu'elle aurait même eu une liaison avec son propre beau-frère, Louis d'Orléans. En 1407, ce dernier est assassiné en pleine rue sur ordre du duc de Bourgogne, Jean sans peur. La guerre civile éclate. 2 factions s'affrontent, chacune prétendant gouverner au nom du roi fou. La situation devient si chaotique qu'en 1415, à Azincourt, l'armée française est écrasée par les troupes anglaises d'Henri V. Le roi Charles VI
est incapable de réagir. Il ne comprend même plus les enjeux. En 1420, c'est l'humiliation suprême, le traité de Troyes. Charles, sous l'influence de sa femme et des Bourguignons, désigne Henri V d'Angleterre comme son héritier légitime au détriment de son propre fils, le dauphin Charles. Le roi de France abdique symboliquement au profit de l'ennemi. La France n'a plus de souverain réel. Le roi est vivant, mais son esprit est ailleurs. Il ne décide plus rien, il ne gouverne plus, il est l'ombre de lui-même. Charles VI vit ainsi, en reclus pendant 40 longues années. Par intermittence, il a des éclairs de lucidité, des moments rares où il reconnaît sa fille, où il parle de justice, de paix, de foi. Ces instants bouleversent son entourage, mais ils sont fugaces. Il ne participe pas au sacre de son propre fils, Charles VII, en 1429, pourtant triomphal grâce à Jeanne d'Arc. Il ne verra jamais la libération de la France, ni le retrait progressif des Anglais. Il meurt le 21 octobre 1422, à l'âge de 53 ans, dans l'indifférence presque totale. On l'enterre à Saint-Denis. Son tombeau porte cette simple épitaphe: Sigy Charles VI, roi de France. Aucun mot sur ses années d'enfermement, sur sa souffrance, sur le désastre qu'a été son règne. Et pourtant, l'histoire de Charles VI est celle d'un roi brisé par une maladie que son époque ne pouvait ni comprendre ni soigner. Un homme dont la folie a précipité un royaume entier dans la guerre, la trahison, le chaos. Peut-on gouverner sans raison? Est-ce la folie d'un seul homme qui a plongé la France dans le chaos ou l'avidité de ceux qui l'entouraient? Charles VI fut-il une victime ou un symbole? Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Le pouvoir doit-il toujours rester entre les mains d'un souverain légitime, même malade, ou faut-il savoir rompre avec la tradition pour sauver un peuple? Dites-le moi en commentaire.